Mes parents m'ont appelé juste pour me dire que leur testament lègue tout à mes frères et sœurs, pas à moi. Ils ont eu le manoir. J'ai eu un vieux camion aux portières rouillées et au moteur à moitié mort. D'une manière ou d'une autre, je savais que j'avais quand même gagné. La cheminée crépitait derrière moi, mais je ne sentais rien. Ni chaleur, ni accueil. Le bureau au mur lambrissé de bois sentait le cèdre et le vernis, une odeur qui autrefois me rappelait les Noëls et les souvenirs d'enfance en toute sécurité. Maintenant, elle empestait la finalité. Camille croisa les jambes avec une élégance étudiée sur le fauteuil de velours, un mince sourire tirant sur ses lèvres. Jason se pencha en arrière, une main glissée dans la poche de son blazer de créateur comme s'il attendait de signer un contrat, et non d'écouter les dernières paroles d'un homme mort. Je n'avais même pas enlevé ma veste. J'étais arrivé directement de Francfort, où j'avais laissé une autre sorte de guerre derrière moi. 3 semaines plus tôt, je nettoyais le sang de mes bottes dans une planque croate lorsque le message est arrivé. Rentre à la maison. C'est urgent. Affaire de famille. Aucun contexte, aucune chaleur, juste la froideur habituelle de ma mère enveloppée dans 12 mots tapés à la machine. Maintenant, j'étais là, à fixer un bureau en acajou jonché de papier juridique, l'avocat de la famille transpirant sous son col. Georges Tierney s'éclaircit la gorge et ajusta ses lunettes pour la 3e fois. Comme indiqué dans la dernière version juridiquement contraignante du testament daté de juillet de cette année. Mes yeux ne bougèrent pas, mais mes oreilles ont perçu le changement dans sa respiration lorsqu'il a dit « Camille ». Je savais ce qui allait arriver avant qu'il ne le dise. La succession, y compris la propriété au bord du lac dans le Maine et la maison ici dans le Vermont, sera transférée à Camille Walsh. Elle expira, lentement et de manière contrôlée, comme une femme savourant une victoire qu'elle avait toujours crue sienne. À Jason Walsh, poursuivit Tierney, la voix plus fine maintenant, l'intégralité du portefeuille d'actions et des investissements à long terme dans Walsh Holdings sera transférée. Jason eut un sourire narquois. Je résistais à l'envie de casser ces maudites lunettes de soleil en deux. À Douglas Walsh, dit Tierney, le bateau familial et tous les investissements maritimes, y compris les droits d'amarrage de Newport. Papa hocha sèchement la tête. Ses mains étaient jointes sur ses genoux, sans jamais croiser mon regard. J'attendais, non par espoir. J'avais juste besoin que ce soit dit pour que ce soit réel. Et à Evelyn Walsh, Tierney hésita. Ses lèvres bougèrent à nouveau, mais cette fois, encore plus doucement. La camionnette Dodge de 1982 actuellement garée dans la grange. Il y eut un silence si tranchant que je pouvais le sentir dans mes dents. Jason gloussa. J'imagine que papy voulait que tu partes sans faire de vagues. Je pliai lentement le testament, lissant les bords avec mon pouce. Je ne regardais aucun d'entre eux. Je prendrai le camion, dis-je. Je me levai avant que quiconque puisse répondre. Je sentais les yeux de Camille essayant de lire quelque chose en moi, mais je ne lui donnais rien. Ma mère, évitant toujours le contact visuel, frottait le bord de sa manche comme si elle contenait des réponses. Georges marmonna quelque chose à propos de formalités, mais je me dirigeais déjà vers la grange. Dehors, l'air de fin septembre était glacial. Les arbres s'étaient parés d'une débauche de rouge et d'or, bordant le chemin de gravier alors que je me dirigeais vers l'extrémité du domaine. La porte de la grange grinça lorsque je l'ouvris, révélant la poussière, le silence et une forme familière sous une bâche en décomposition. Le camion avait l'air pire que dans mes souvenirs. La rouille s'épanouissait sur le capot, le rétroviseur latéral pendait par un fil de métal, et les pneus n'avaient pas vu d'air depuis des années. J'ouvris la portière côté conducteur. Elle grogna comme un animal blessé. Je me glissai sur le siège en cuir craquelé. Il sentait encore l'huile, le tabac, et quelque chose de légèrement citronné au l'après-rasage de papy. La boîte à gants s'ouvrit en grinçant après une traction tenace. À l'intérieur se trouvait une petite enveloppe usée. Pas pour eux. L'écriture était la sienne, nette, inclinée et assurée. Mon souffle se coupa. J'ouvris lentement l'enveloppe, craignant qu'elle ne disparaisse si je bougeais trop vite. Une photographie en tomba, vieille et froissée. Moi, 8 ans en salopette, souriant avec 2 dents en moins tandis que papy tenait une truite à 2 mains. Son autre main reposait sur mon épaule. Au dos était collée une clé USB en métal petite, sans aucune marque. Quoi qu'il y ait dessus, ce n'était pas pour eux. Et s'ils l'avaient laissé pour moi, alors peut-être que le camion n'était pas juste une insulte. C'était peut-être le coup d'envoi. La plupart des gens héritent de tableaux ou d'obligations. J'ai hérité d'une énigme,
et d'un code que mon grand-père n'avait jamais enseigné à personne d'autre. La clé USB reposait à côté de mon ordinateur portable comme un serpent endormi, silencieux et enroulé de secrets. Je n'y avais pas touché avant le coucher du soleil. Pas au domaine, pas pendant que Camille et les autres rôdaient comme des vautours en paire les boutons de manchette. J'avais besoin de silence, de distance, et du genre de clarté qui ne vient que lorsqu'on est dos au mur. Ma cabane de location était à moins de 8 km du domaine, nichée sous une crête de pins qui murmurait dans le noir comme de vieux fantômes. Le mobilier était minimal, une chaise en bois, un lit simple, une lampe qui vacillait quand le vent poussait trop fort. Mon manteau était suspendu à un clou près de la porte, l'étui toujours attaché sous le bras. Mémoire musculaire, pas paranoïa. Ou peut-être les deux. J'insérai la clé, me préparant. La diode électroluminescente clignota une fois en rouge, puis en vert. 3 fichiers apparurent, Trust V1.pdf, Cyprus-holdings.dlsx, CAM Meeting 22.mp3. Je fixai les noms de fichiers, mon pouce accélérant. Ce n'était pas juste un souvenir. C'était une piste de miettes de pain laissée pour quelqu'un qui savait où chercher et comment. J'ouvris le premier PDF. C'était du charabia à première vue. Des caractères, des chiffres, des symboles. Mais pas pour moi, pas pour nous. Papy et moi avions un jeu quand j'étais petite. Des chasses au trésor chiffrés, il les appelait. Il écrivait des indices et des énigmes, cachant des bonbons ou des messages partout dans la maison et le jardin. Chaque indice avait un chiffre, et chaque chiffre suivait son système, une base de visionnaire superposée à des règles de substitution que seuls lui et moi connaissions. C'était notre truc, notre langage. J'ouvris un fichier de bloc-notes vierge et commençai à décoder. 2 heures plus tard, le cou raide et les yeux secs, j'avais les grandes lignes de virements bancaires, de multiples entités à travers des juridictions avec des initiales de titulaires de comptes qui ne correspondaient à aucun de nos noms. Et puis l'une d'elles correspondit, CW. Camille Walsh. Pas subtil. La porte grinça. Je fermai l'ordinateur portable d'un seul mouvement et tendis la main sous la table, mes doigts effleurant le métal. Ne tirez pas, dit une voix familière, mielée et venimeuse. Camille entra dans la cabane comme si elle lui appartenait. Elle portait un manteau ceinturé en laine ivoire et un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. J'ai apporté du vin, dit-elle, brandissant une bouteille comme une offrande. Je ne bois pas, répondis-je. Pas avec la famille. Elle eut un petit rire et posa la bouteille sur le comptoir. Quoi qu'il en soit, es-tu sûr que tu es d'accord avec juste le camion? Je veux dire, c'est un héritage unique. Je ne m'attache pas sentimentalement à des choses qui ne m'ont jamais appartenu. Son sourire vacilla un peu. Eh bien, je voulais juste m'assurer que tu allais bien. Tu avais l'air surprise aujourd'hui. M'as-tu déjà vue surprise, Camille? Elle ne répondit pas, ajusta simplement son gant et jeta un dernier regard vers mon ordinateur portable fermé avant de s'excuser avec un « rattrapons-nous bientôt », peu convaincant. Dès qu'elle fut partie, j'ouvris à nouveau l'ordinateur portable et compressai les fichiers. Protégé par mot de passe, niveau AES. Puis j'ouvris un client sécurisé et rédigeai un message à Max Rivera. Sujet, mission discrète. Pas de traces papier. Corps, 3 fichiers. Fraude financière possible. Besoin de nettoyage des métadonnées et de vérification. Canaux hors réseau uniquement. Pièces jointes, sample-hashing-trust-vimon-scrub. Max était un ancien de l'agence. Nous avions travaillé ensemble à Prague. Si quelqu'un pouvait démêler cela sans laisser d'empreinte numérique, c'était lui. Mes doigts planèrent au-dessus du dernier fichier, CAM Meeting 22.mp3. Je cliquai sur lecture. Ça commençait par un bruit de papier qu'on remue. Un raclement de gorge, puis une voix, celle de mon grand-père. Plus rauque que dans mes souvenirs, mais reconnaissable entre toutes. Ce n'est pas ce que j'ai signé. Je ne le changerai pas maintenant. Je me fiche de ce qu'elle vous a promis. Clic et silence. Je rembobinai. Je le relus. Les mêmes mots. La même chute à la fin. Le reste avait été coupé ou expurgé. Indigne. Nouveau message. De Max Rivera. Sujet, demande, Caïman et eau. Evelyne, ce n'est pas juste une fraude à la succession. C'est fédéral. C'était un dîner déguisé en célébration. Je suis venu pour le saumon. Je suis resté pour la trahison. La salle à manger n'avait pas changé.
Le même lustre antique suspendu au-dessus de nos têtes, le même acajou poli s'étendant comme une piste d'atterrissage entre nous. Le même tableau de papy au-dessus de la cheminée, nous observant tous avec un regard qui, avec le recul, pouvait être confondu avec du jugement ou de la déception. Le cristal tinta lorsque Camille leva son verre. À de nouveaux départs, ronronna TL. Son ton était léger, aérien, mais ses yeux étaient de silex lorsqu'ils se posèrent sur moi. C'est bon de t'avoir de retour, Evelyne, même si ce n'est que temporairement. Je n'ai pas levé mon verre. Je ne suis pas sûr que ça compte comme un début quand tout a déjà été partagé. Le rire de Camille retentit, théâtral et creux. Jason suivit le mouvement parce qu'il le faisait toujours. Il n'a jamais eu le courage de mener, seulement de faire écho. Le vin ballotta dans son verre alors qu'il se penchait vers moi. J'ai entendu dire que tu passes le plus clair de ton temps à regarder des ordinateurs ces jours-ci, dit-il avec une curiosité feinte. Qu'est-il arrivé à toute cette histoire de défoncer les portes et de jouer du pistolet? Ça a mal vieilli. Je piquais un morceau d'asperge avec ma fourchette. Regarder des ordinateurs est plus sûr. Ça me tient à l'écart des dîners de famille. Douglas ne rit pas. Il le faisait rarement. Son expression était de pierre, les sourcils froncés comme si le dîner n'était qu'une autre réunion de conseil. Certains d'entre nous sont restés et ont gagné leur place, dit-il sèchement. Il ne me regarda pas en le disant, mais il n'en avait pas besoin. Ma mère était assise à 2 chaises de là, coupant tranquillement son saumon en portions parfaites, de la taille d'une bouchée. Elle n'avait pas dit un mot depuis le premier plat. Ses yeux restaient fixés sur son assiette comme si elle contenait les réponses à tout. Je balayais du regard la table. Les étiquettes de vin étaient françaises, millésime 2001, trop chères pour que Jason les choisisse et trop raffinées pour le cabotinage habituel de Camille. La bague que Camille portait ce soir était un subtil anneau de platine, pas ses pièces tape à accent grave-l'œil habituel chargées de pierres précieuses. Quelqu'un lui avait dit de se calmer, ou elle jouait un nouveau rôle. Le plus révélateur était l'iPad posé à côté de son assiette, écran retourné, toujours à portée de main. Elle le verrouillait entre les plats comme si elle s'attendait à ce qu'on le lui vole. Je laissai le silence s'installer un instant, puis je dis, vous vous en êtes tous bien sortis. Camille afficha un sourire étudié. Nous avons juste fait ce qui devait être fait. Jason ricana. Ouais, tout le monde ne s'enfuit pas pour rejoindre des camps d'espions ou je ne sais quoi. Je n'ai pas mordu à l'hameçon. C'est ce qu'il voulait. Une réaction émotionnelle, de la colère, de la peine, n'importe quoi pour leur rappeler que je pouvais être brisé comme ils avaient autrefois essayé de le faire. Au lieu de cela, je pris une gorgée d'eau et dis, « Et papy ?» Il avait l'air bien la dernière fois que je l'ai vu. Il a dit qu'il mettait à jour le testament. La fourchette de Camille s'arrêta en plein vol. Oui, il l'a fait. C'était compliqué, mais il a fait ce qu'il pensait être juste. Je posai mon verre, la base tapant une fois contre la table. Non, dis-je. Il ne l'a pas changé. C'est toi qui l'as fait. L'air dans la pièce devint rigide. Même la cheminée derrière moi sembla se retirer, retenant son souffle. Les yeux de Jason se tournèrent vers Camille. La mâchoire de Douglas se serra. Ma mère leva les yeux, seulement pour une seconde, mais dans cette seconde, je vis quelque chose vaciller. Culpabilité, peur, souvenir. Camille, à son honneur, ne sourcilla pas. Elle pencha légèrement la tête, ses yeux se plissant d'amusement. As-tu une preuve de cela? Et juste comme ça, le jeu changea. Sa voix était calme, mais il y avait quelque chose de lové derrière, quelque chose de vigilant. Je me penchai en arrière dans ma chaise, sans répondre. La preuve était encore enfouie numériquement, légalement, émotionnellement. Mais au moment où les mots quittèrent ma bouche, je savais que j'étais entré en terrain découvert. Ce n'était plus seulement un soupçon silencieux. C'était une déclaration. Camille prit son vin, but une lente gorgée, et laissa la question flotter comme un parfum. Je n'ai pas mordu à l'hameçon cette fois non plus, mais j'ai noté le tremblement dans la jambe de Jason, la façon dont Douglas tourna enfin son regard entier vers moi, la façon dont la fourchette de ma mère resta figée en l'air. La guerre avait commencé. Je n'avais juste pas encore décidé quel type d'arme utiliser ensuite. On peut reconnaître un criminel à ses reçus ou, dans le cas de Camille, à ce qu'elle a supprimé. La tempête dehors était assez forte pour couvrir mes mouvements. Des coups de tonnerre occasionnels roulant sur les collines, la pluie fouettant les fenêtres comme un avertissement. Le vieux bureau du domaine, niché derrière les lais, était verrouillé,
comme prévu, mais le schéma de mot de passe de Camille je l'avais mémorisé au dîner quand elle avait déverrouillé son iPad d'un geste nonchalant des doigts. Un cercle dans le sens des aiguilles d'une montre. Toujours dans le spectacle, même avec sa sécurité. Les gants que je portais étaient fins, adhérents, sans empreinte. Une lampe de poche, dont le faisceau était couvert de cellophane rouge, peignait la pièce d'une brume tamisée. L'odeur de cire à bois et de vieux papier me frappa dès que j'ouvris la lourde porte en chêne. Une horloge de grand-père tic-taquait derrière moi, seul son dans le silence à part le vent. L'iPad était posé sur le bureau, toujours connecté au Wi-Fi du domaine. Elle ne l'avait même pas éteint. Erreur d'amateur. Je dessinais le schéma, lentement et précisément. L'écran se déverrouilla. Des dossiers apparurent, soigneusement étiquetés, organisés comme les archives d'un étudiant en droit. La plupart n'étaient que des broutilles, des factures numérisées, des reçus de dons, des documents fiscaux. Mais ensuite, au fond d'un dossier intitulé privé, ne pas partager, je trouvai 2 fichiers qui me firent m'arrêter net, probat-badraft-baalt et trust allocation en tiers 2. Je cliquai. Les documents étaient des PDF chiffrés, mais rien qui ne soit hors de ma portée. Les eurodatages des métadonnées m'en disaient assez, modifiés 2 jours avant la mort de papy et pas par lui. Je passai ensuite aux archives audio. Enfoui dans une application de messagerie vocale synchronisée se trouvait un seul message sauvegardé. Le nom attaché, Georges Tierney. Le même Georges qui avait eu l'air mal à l'aise en lisant le testament, qui avait évité mon regard alors que je me tenais seul avec mes clés de camion. Sa voix crépita à travers l'enregistrement. Camille, écoute, je ne me sens pas bien à ce sujet. Si Douglas le savait, bon sang, si elle le savait, c'est illégal. Nous ne devrions rien réimprimer. J'arrête. Ça se terminait brusquement. Pas de réponse, pas d'autre message. Je copiai tout sur une clé USB chiffrée que j'avais apportée et le transmis à Max. J'ajoutai une seule note, maintenant, nous avons le mobile, les moyens et la méthode. C'était un progrès, mais j'avais appris à me méfier des fausses impulsions. Cette famille ne jouait pas franc jeu, et Camille ne laissait jamais de pistes évidentes à moins qu'elle ne veuille que quelqu'un les trouve. Je parcourus le reste de l'appareil pour en trouver plus, mais elle était prudente. Les fichiers étaient bien cachés, oui, mais le reste des données avait été récemment effacé. Mon téléphone jetable vibra dans la poche de mon manteau. Je l'ouvris avec une empreinte digitale. Max, un nom ne cesse d'apparaître dans les métadonnées. Linda Fletcher, l'ancienne associée de Tierney dans un petit cabinet d'avocats à Albany. Elle a disparu des radars l'année dernière. Aucune trace numérique depuis mars. Fletcher. Je ne reconnaissais pas ce nom, mais Tierney lui avait fait confiance autrefois. Si elle avait disparu, il y avait une raison. Et si Camille ou Tierney avaient quelque chose à cacher, Fletcher pourrait être la dernière personne capable de relier les points ou de les enterrer pour de bon. La tempête redoubla d'intensité, le tonnerre faisant trembler les vitres. Je verrouillai l'iPad, effaçai les traces de recherche et remis la chaise en place avec un soin chirurgical. Je murmurai à voix haute pour personne d'autre que moi-même, il est temps de trouver un fantôme. Et pour la première fois depuis des jours, je sentis l'étincelle familière. Je n'avais pas réalisé que le but m'avait manqué. Je n'étais plus seulement la fille oubliée. J'étais redevenu l'agent. Et cette affaire, c'était la mienne maintenant. Certaines personnes laissent des empreintes de pas. D'autres laissent des versions de fichiers qu'elles ont oublié de supprimer. Il m'a fallu 2 heures, un café tiède et une piste de formulaires fiscaux pour la trouver. Linda Fletcher vivait dans un petit bungalow niché derrière une rangée de maisons banales à 1 heure au nord du domaine. Un chemin de pierre fissuré menait à un porche modeste, sa balustrade tenue par du ruban adhésif et de l'espoir. Selon les registres de l'église, elle faisait du bénévolat 2 fois par semaine pour aider les retraités à préparer leurs impôts. La femme qui répondit à la porte avait l'air de ne pas avoir dormi correctement depuis des années. Linda Fletcher, demandai-je, connaissant déjà la réponse. Elle hésita. Je ne reçois pas sans rendez-vous. Quoi que vous ayez besoin, vous pouvez appeler le bureau de l'église. Je ne suis pas là pour les impôts. Elle observa ma posture, mon manteau encore humide de la bruine, la manière calme dont je gardais mes mains visibles. Ses yeux se plissèrent. Qui êtes-vous ? Je tendis mon téléphone et fis jouer la messagerie vocale. La voix de Georges Tierney crépita depuis le haut-parleur. Camille, écoute, je ne me sens pas bien à ce sujet. Nous ne devrions rien réimprimer. J'arrête.
Je regardais sa réaction changer au ralenti, de l'irritation au déni, puis à la peur. « Vous devez partir, dit-elle, la voix tremblante. Maintenant. Je pense que vous voulez dire la vérité à quelqu'un. Et je pense que vous la portez seule depuis trop longtemps. » Sa mâchoire tressaillit. J'attendis, laissant le silence faire son travail. Finalement, elle s'écarta. La maison était sombre. Une seule lampe jetait une lueur jaune sur un bureau encombré de reçus, de journaux et de tasses de thé vides. Dans la pièce du fond, j'entendais le son étouffé d'une télévision diffusant les nouvelles. Ou peut-être un jeu télévisé. « Ma mère n'est pas bien, dit Linda. C'est pour ça que j'ai quitté le cabinet. » Je ne posais pas de questions. Sa culpabilité combla le reste. Elle s'assit, se tordant les mains. Je n'aurais pas dû l'aider. « Camille ?» Elle hocha la tête. Elle a dit que ce n'était qu'une ébauche, quelque chose pour un examen interne. Rien de contraignant, juste une version plus propre. Qu'avez-vous fait? Je l'ai formaté, j'ai ajouté de nouvelles lignes de bénéficiaires qu'elle m'a données. Elle a dit que l'original était brouillon et que Papy avait voulu simplifier les choses. Et Tierney? Il lui a dit de ne pas le faire. Mais on ne dit pas non à Camille. Georges a essayé. C'est pour ça qu'ils l'ont mis à l'écart. Je plongeai la main dans la poche de mon manteau et posai une petite clé sur la table. Avez-vous supprimé votre correspondance? Elle ne répondit pas. Au lieu de cela, elle ouvrit un tiroir et en sortit une enveloppe. Ceci, dit-elle en la poussant sur le bureau, est le testament original, horodaté, signé et intact. Georges me l'a donné en lieu sur le lendemain du décès de votre grand-père. La clé USB à l'intérieur n'était pas étiquetée, mais je n'avais pas besoin de confirmation. Sa main tremblante, la profondeur des ombres sous ses yeux, c'était toute l'authentification dont j'avais besoin. Pourquoi maintenant, demandai-je. Pourquoi ne pas vous être manifesté plus tôt? Ses lèvres se serrèrent. Parce que Camille m'a promis le silence en échange de la sécurité. Elle a payé mon loyer pendant 6 mois. Je pensais me protéger, mais je ne faisais que me cacher. Je glissai la clé dans ma poche. Vous faites ce qu'il faut maintenant. Elle avait l'air de ne pas être sûre que cela importait encore. Je sortis dans la lumière grise, la bruine étant maintenant une pluie fine et régulière. Mon téléphone vibra. Max, répondis-je à la deuxième sonnerie. Tu as quelque chose, demanda-t-il. Mieux que quelque chose, dis-je. Un horodatage, un témoin et le testament original. Tout ce que Camille a essayé d'enterrer. Alors, on arrête de jouer à la famille. Je regardais l'allée fissurée, la peinture écaillée de la boîte aux lettres de Linda, le poids de l'héritage et des mensonges pesant comme les nuages au-dessus. C'est le moment, dis-je doucement. Il est temps de passer au fédéral. J'avais vu des opérations secrètes s'effondrer à cause d'une seule phrase. Cette fois, j'ai écrit cette phrase moi-même dans une requête fédérale. Le bureau de Marissa ne ressemblait pas à un champ de bataille. Bureau en verre élégant, 3 plantes grasses en pot, une cafetière si propre qu'elle aurait pu être chirurgicale. Mais entre nous deux, avec le bourdonnement des disques durs chiffrés et le tapotement rythmé de ses touches, nous posions le premier champ de mine. Cet horodatage est en or, dit-elle sans lever les yeux, parcourant les métadonnées à l'écran. Le système de Linda a enregistré le fichier original 2 semaines avant la mort de votre grand-père. La version signée soumise par Camille, 5 jours après. Je hochai la tête, les bras étroitement croisés sur ma poitrine. Et la chaîne de mai? Claire comme de l'eau de roche. La réponse interne de Linda a pour objet révision du Trust Legacy V4.1. Aucune ambiguïté. Ce n'était pas juste un nettoyage. C'était une substitution. Sur un deuxième moniteur, la version numérique de la requête prenait forme. Titre, requête en contestation de la distribution de la succession sur la base de preuves de fraude. La juridiction fédérale était compliquée et lente, mais si nous construisions correctement la piste papier, elle bougerait, surtout avec ce que Max venait de confirmer. Mon téléphone vibra un signal chiffré. Je le déverrouillai avec mon empreinte digitale et lus son message à voix haute. L'IRS a des signaux d'alarme sur le trust familial Whitmore depuis 2021. Mouvements offshore, Chypre, Bise. Le nom de Camille n'est pas sur le papier, mais les sociétés écrans remontent tout à son cabinet de conseil. Marissa leva les yeux, une lueur féroce dans le regard. Ça, c'est votre carburant. Mais ceci, dit-elle en désignant le testament,
c'est votre allumette. Elle continua de taper. Je marchai jusqu'à la fenêtre, observant le ciel du Vermont, bas et gris, au-dessus des rues de Burlington. Ce n'était pas une guerre que je pouvais mener avec des armes. Elle exigeait précision, timing, retenue et exactement les choses pour lesquelles je m'étais entraîné à l'étranger, maintenant réutilisées dans le théâtre domestique de la manipulation d'héritage et de la criminalité en col blanc. Marissa imprima le dossier, 16 pages de déclaration, de journaux d'audit numérique, une déclaration sous serment médico-légal. Je la regardai signer la lettre d'accompagnement avec des traits nets et assurés. « Tu es sûre d'être prête ?» demanda-t-elle. Je fis glisser une fine enveloppe en papier craft sur le bureau. À l'intérieur se trouvaient des copies du même dossier, non signées. Sans en-tête, sans expéditeur. L'adresse sur l'enveloppe était celle du bureau de Camille en ville. « Je veux qu'elle le voie venir, dis-je, mais pas de quelle direction. » Nous quittâmes le bureau ensemble. Au greffe fédéral, le hall en marbre résonnait d'une immobilité bureaucratique. Je remis le dossier au greffier sans cérémonie. « Requête pour fraude », dis-je simplement. Il tamponna le formulaire d'admission. « Vous serez contacté dans les 72 heures. » Cela pourrait prendre plus de temps, selon le volume. Nous attendrons. Marissa me jeta un coup d'œil en sortant. « Tu sais ce qui va se passer ensuite. » Si cela tient, dit-elle, faisant écho à l'avertissement précédent, nous ne faisons pas que rouvrir un testament. Nous gelons tous les comptes qu'ils ont touchés. Il ne s'agissait plus seulement de l'héritage. Cela n'avait plus été le cas depuis le moment où j'avais trouvé cette clé USB dans la boîte à gants. Il s'agissait de démanteler quelque chose de plus grand, de systémique, pourrissant sous l'acajou poli et l'argenterie de famille. De retour à la cabane, j'activai la dernière étape. J'ouvris un ordinateur portable jetable neuf, téléchargeai le dossier anonyme, et le routai via un réseau triplement chiffré. L'objet de l'email était simple, pour votre examen. Le destinataire, le cabinet de Camille. Pas de signature, pas d'en-tête, juste le poids de ce qui allait arriver. J'étais à mi-chemin de me verser un verre d'eau quand mon téléphone vibra à nouveau. Cette fois, pas de chiffrement, juste un SMS de Camille. 4 mots, glacial et immédiat. « Qu'est-ce que tu as fait, bordel ?» Je ne répondis pas. Je n'en avais pas besoin. Elle venait de réaliser que le champ de bataille avait changé, et pour une fois, elle n'avait pas la carte. Au moment où ils ont réalisé que quelqu'un venait les chercher, ils ont commencé à effacer leurs traces. J'avais déjà 10 longueurs d'avance. L'IRS n'a pas frappé. Ils ont appelé. La ligne crépitait d'un professionnalisme si stérile qu'il en était presque froid. « Madame Walsh, ici l'agent S. Patel, de l'Internal Revenue Service. Nous avons examiné une requête qui pourrait impliquer un détournement de fonds de succession. Nous demandons des éclaircissements sur une série de flux offshore liés au trust familial Whitmore. » Je gardai ma voix neutre. Je dispose de la documentation et des métadonnées pour chaque fichier numérique, y compris les versions supprimées par les dirigeants actuels. Une pause, puis, veuillez télécharger des copies sur le portail fourni. Vous recevrez un code de confirmation une fois les fichiers reçus. Au moment où je terminais l'appel, Max était déjà sur une autre ligne. Son écran s'illumina de diagrammes de flux et de feuilles de calcul, cartographiant les mouvements d'entités du Vermont à Chypre, avec des ramifications vers un cabinet de conseil portant la signature de Jason. Cyprus Holdings était une société écran, dit-il, mais une société bruyante. Le nom de Jason avait été expurgé dans les documents originaux, mais quelqu'un a oublié de nettoyer les propriétés du PDF. L'erreur classique de l'amateur. Pourquoi cela ne me surprend-il pas? Tu avais raison pour Camille, aussi, continua-t-il. Elle a commencé à purger les sauvegardes dans le cloud hier après-midi. Les disques locaux et chiffrés ont été effacés ce matin. Mais tu avais déjà fait une copie miroir du serveur juste avant que les horodatages de suppression n'apparaissent. Nous avons tout. Les brouillons de mai, les registres offshore, même les mémos vocaux qu'elle stockait pour transcription. L'un de ces fichiers, je l'avais déjà écouté, Camille répétant un discours pour le conseil de famille. La décision de grand-père était claire, bien que douloureuse. Nous respectons ses volontés. Cela aurait été convaincant sans la date des métadonnées, 3 jours après sa mort. Juste avant midi, un homme en costume sur mesure se présenta au bureau de Marissa avec une enveloppe. Pas de nom, pas de carte,
juste un morceau de papier à en-tête juridique plié avec le message écrit d'une encre soignée et coûteuse, pas malin de fouiller dans les affaires de famille. Elle m'appela 5 minutes plus tard. « Tu veux que je signale ça ?»« Non, pas encore, dis-je. Laissons-les croire que ça me fait encore peur. Car s'ils pensaient que je bluffais, ils ne se prépareraient pas au vrai coup. Nous avons déposé une injonction temporaire cet après-midi-là, le langage de Marissa d'une précision chirurgicale. En attente d'un examen fédéral, la distribution des actifs de la succession présente un risque matériel d'obstruction à la justice. Elle a été déposée par des canaux accélérés et ajoutée au registre avant que l'équipe de Camille ne puisse réagir. Max envoya la confirmation suivante, l'IRS avait signalé 3 comptes le cabinet de conseil de Camille, le fonds de capital investissement privé de Jason, et une société à responsabilité limitée secondaire enregistrée au nom de Douglas. Tous 3 étaient marqués pour un audit plus approfondi. Ils s'effondrent rapidement, dit Max, les pare-feux qu'ils ont construits au bon marché, décoratifs. Tu fais tomber une brique, le reste s'écroule. Devant le cabinet d'avocats de Camille, j'attendais dans ma voiture de location avec une vue dégagée sur l'entrée principale. Le bâtiment avait cette arrogance moderne, façade en verre, métal brossé, escalier courbe dans le hall qui coûtait probablement plus cher que mon salaire militaire. À 19h42, elle émergea. Manteau sur mesure, talons qui ne faisaient aucun bruit sur le trottoir, cheveux relevés avec une précision mécanique. Mais la posture était différente. Tendue, cassante. Et elle n'était pas seule. Un homme marchait à ses côtés, début de la quarantaine, costume sombre, à un signe fédéral à moitié caché sous son manteau. Je n'avais pas besoin de voir le sceau pour savoir d'où il venait. Elle s'arrêta à la portière de sa voiture, lui parla un instant de trop, puis se retourna, ses yeux balayant la rue comme si elle sentait le changement. Elle savait que l'étau se resserrait. Mais ce qu'elle ne savait pas, ce qu'aucun d'eux ne savait, c'était à quel point je m'étais déjà préparé. On ne survit pas aux opérations en improvisant. On survit en ayant une telle avance que le temps qu'il commence à supprimer des fichiers, on est déjà en train de rédiger sa déclaration finale. Il ne pouvait pas forcer mes fichiers, alors ils s'en sont pris à ma réputation. Ça a commencé par un titre, assez subtil pour paraître neutre, mais n'importe qui avec un demi-cerveau pouvait lire l'intention, une ex-agente revendique un héritage, allègue une fraude familiale. L'article a été mis en ligne juste après l'aube. Camille n'avait même pas attendu le lever du soleil. Le moment était stratégique, capter le cycle des nouvelles matinales, laisser l'histoire mariner sur toutes les chaînes avant le déjeuner. L'image d'accompagnement était une que je n'avais pas vue depuis des années. Un cadre recadré de moi en tenue tactique, accroupi derrière un invé à Kandahar, de la terre maculant ma joue, les yeux vifs et illisibles. L'implication était évidente, dangereuse, imprévisible, inapte. J'ai fait défiler en silence. La citation de Camille se détachait comme une lame trempée dans le miel. Evelyne a toujours eu du mal à se réintégrer, a-t-elle dit, posée derrière un podium dans un blazer bleu qui criait la compétence. Cette situation est déchirante pour nous, mais nous devons honorer les volontés de notre grand-père, même lorsque d'autres sont déroutés par celle-ci. Jason, dans sa forme suffisante habituelle, est intervenu par une déclaration préenregistrée. Je respecte le service de ma sœur, mais le TSPT peut altérer la mémoire. Ce n'est pas de sa faute, mais ce n'est pas non plus un argument juridique. Je fermai l'onglet du navigateur et fixai le mur de la cabane. Le vent dehors faisait bruire les branches cassantes, déjà à moitié dépouillées par l'automne. Je pouvais entendre le faible bourdonnement de mon ordinateur portable chiffré, téléchargeant les fichiers que Max avait mis en file d'attente pendant la nuit. Marissa arriva 15 minutes plus tard, entrant en trombe comme une rafale de conscience. C'est une campagne de diffamation, Evelyne. Tu ne peux pas rester silencieuse. Nous avons besoin d'une contre-déclaration, quelque chose d'officiel. Non. Les gens vont les croire. Je levai les yeux. Seulement jusqu'à ce que la vérité éclate. Ils veulent du bruit. J'apporte le jugement. Elle s'assit, croisant les bras. Ce qu'ils font n'est pas seulement contraire à l'éthique. C'est dangereux. Tu n'es pas juste un nom sur un testament. Ils font de toi un risque. Laissons-les faire. Marissa soupira mais n'insista pas. Elle savait que mon genre de silence n'était pas de la passivité. C'était celui qui précédait les tempêtes. Je me retournai vers l'ordinateur portable. Max avait ajouté un dossier horodaté marqué messages vocaux Tierney, chiffré. Un par un, j'ouvris les fichiers audio.
La voix de Georges, plus douce que dans mes souvenirs, résonna dans les haut-parleurs. Sont-on prudent, Lass? Camille, ce n'est pas ce dont nous avions discuté. Tu as dit des modifications mineures. Ce n'est pas mineur. Un autre clip. Je sais ce que je risque, mais si ça sort, je suis fini. Tu as dit que nous garderions ça entre nous. Le dernier fichier n'avait pas de métadonnées d'horodatage. Il était caché au plus profond d'une partition supprimée que Max avait récupérée d'un serveur de sauvegarde hérité. La voix de Georges était différente. Frénétique, chuchotée, comme s'il l'avait enregistrée par instinct. S'il m'arrive quelque chose, dis à Linda que le vrai est dans le tiroir C. L'air semblait plus lourd après la fin du fichier. Je me penchai en arrière, fixant le plafond, laissant le silence s'étirer comme une mèche. Ils pouvaient tisser leur récit. Ils pouvaient placarder mon visage sur tous les segments du câble, transformer mon dossier militaire en un handicap, me peindre comme fragile. Mais je n'avais pas besoin de sympathie. J'avais besoin de faits. Et Georges Tierney, même d'outre-tombe, venait de me donner la clé du coffre-fort. La salle d'audience était pleine, mais la seule personne dont j'avais besoin qu'elle parle ne s'est jamais présentée. Le banc était en chêne poli, le sceau de l'État du Vermont gravé derrière le siège du juge comme une vérité permanente que nul d'entre nous ne pouvait atteindre. Des rangées de spectateurs remplissaient la galerie, presse, famille, anciens collègues de mon grand-père, et des vautours déguisés en observateurs juridiques. J'en reconnus deux du cabinet de Camille. Ils ne prenaient pas la peine de cacher leur sourire narquois. Je suis monté à la barre sans trembler. Marissa m'avait prévenu que la matinée serait procédurale. Établir les bases, la chronologie. Authentifier les fichiers. Rien de trop contradictoire pour le moment. Mais le contradictoire était déjà arrivé sous la forme de Camille, flanqué de deux avocats en costume taillé pour intimider. Jason était affalé à côté d'eux comme une réflexion tardive et ennuyée. Douglas était assis, rigide, silencieux, comme s'il essayait de se fondre dans le lambris en chêne. Ma mère était assise derrière eux, vêtue de gris doux, les yeux soigneusement baissés. Sa main reposait légèrement sur l'avant-bras de Jason. Je n'étais pas surprise. Mais cela ne voulait pas dire que ça ne m'avait pas touché. Marissa m'a guidé à travers mon témoignage, comment j'avais obtenu les fichiers, l'origine de la clé USB, la piste des métadonnées des messages vocaux de Georges, les documents que Camille avait tenté d'effacer. L'avocat de Camille a objecté souvent, des phrases lourdement répétées comme « artefact numérique »,« données non vérifiables » et « conjecture ». Sa phrase favorite, sans témoin principal, « nous avons affaire à de la spéculation, pas à un témoignage ». Il parlait de Linda. Elle était censée être là. Sa citation à comparaître avait été acceptée. Le voyage organisé. Elle avait promis. Mais lorsque son nom fut appelé, la salle d'audience résonna de silence. La chaise vide du témoin me dévisageait comme une accusation. Le juge fit une pause. Mademoiselle Fletcher ne s'est pas présentée. Maître? Marissa se leva. Nous demandons un ajournement pour obtenir sa déposition. Nous pensons que le témoin a été intimidé. L'avocat de Camille ricana. Aucune preuve de cela. Aucun rapport de police. Il est probable qu'elle ait réalisé que toute cette requête est fondée sur une théorie du complot. Le juge leva la main. Assez. Je rendrai une décision après le déjeuner. Mais sans témoignage en direct ou déposition sous serment, ce tribunal a des motifs limités pour procéder. Je descendis de la barre, la gorge sèche, le pouce stable uniquement par la force de l'habitude. En retournant à la table, je croisai le regard de ma mère pendant une demi-seconde. Elle détourna les yeux. Mes pieds bougeaient, mais je n'étais plus dans cette salle d'audience. J'avais de nouveau 12 ans, debout sur le porche de notre maison du lac, trempé par la pluie, tenant la canne à pêche cassée de mon petit frère. Jason l'avait cassée pendant une crise de colère. Mais quand il a pleuré et dit que c'était moi, personne ne l'a remis en question. Personne sauf papy. Parfois, m'avait-il dit alors, en essuyant la boue de mon cou déraflé, tu es la seule à connaître la vérité. C'est à ce moment-là qu'il est le plus important de s'y accrocher. De retour dans la salle d'audience, je m'assis à côté de Marissa et murmurai, il avait raison à propos de tous. Elle ne répondit pas. Elle n'en avait pas besoin. Nous sommes retournés à la cabane en silence. Je n'ai pas enlevé mon manteau, je n'ai pas allumé les lumières. Je me suis assise à la table de la cuisine, j'ai fixé l'enveloppe usée que je gardais à côté de la vieille photo de papy, et j'ai attendu.
On frappa juste après 19 heures. Aucun son avant. Pas de pas sur le gravier, juste le doux tap-tap et une enveloppe glissant sous la porte. Je la ramassai. L'écriture était tremblante mais familière. Evelyne, ils m'ont trouvé. J'ai peur, mais je le ferai. Je le promets. Pendant un instant, j'ai juste tenu le papier, les bords tremblants dans ma main. Linda était toujours là. Et maintenant, elle ne fuyait plus. Quand vous gelez un compte, vous gelez une vie. Je n'ai pas apprécié, mais je n'ai pas non plus arrêté le processus. Ça a commencé par une chaîne de chiffres transférés. Max les a envoyés à l'aube, des numéros de routage, des empreintes numériques de Cyprus Holdings qui correspondaient aux registres internes du trust familial. Il n'a pas ajouté d'objet, juste les chiffres et un message d'un mot, prête ? J'ai ouvert un canal sécurisé et déposé le fichier dans une boîte de réception privée du département de la justice. J'avais parlé à ce contact une fois auparavant, à Zagreb, lorsque j'aidais à vérifier des pipelines d'actifs liés à un sous-traitant de la défense. Je connaissais sa voix, mais pas son nom. C'est comme ça que ces choses fonctionnaient. 10 minutes plus tard, elle a appelé. Êtes-vous certaine ? Aussi certaine que je l'étais quand j'ai signé un accord de non-divulgation à 23 ans et que je ne l'ai jamais rompu une seule fois. Une pause. En vertu de la section 721C, cette information permet un gel temporaire de la succession et du trust en attendant une enquête fédérale. Je comprends que cela ne restera pas secret. Il n'est pas nécessaire que ça le reste. À midi, les serveurs de la banque ne répondaient plus aux tentatives de connexion. L'email du cabinet de Camille renvoyait un message de refus, session terminée. Jason, selon Max, a vu sa carte d'entreprise refusée dans un steakhouse du centre-ville. A-t-il commandé du vin, demandai-je, en regardant les nuages défiler sur la crête depuis le porche. 2 bouteilles, dit Max, du Cabernet. Grand dépensier. Dommage. Marissa a appelé depuis les marches du palais de justice. Nous avons obtenu la validation de la requête. Le département de la justice est déjà en contact avec l'unité des crimes financiers du district du Vermont. C'est réel maintenant. Ça l'a toujours été. Non, Evelyne, c'est différent. Ils ont peur. Ils devraient l'être. À 14h47, mon ordinateur portable a sonné, un nouveau fichier de Linda. Son visage, sa voix, le témoignage vidéo complet. Dedans, elle récitait les événements, confirmant calmement les ébauches manipulées, la pression de Camille, l'appel de Georges Tierney, la suppliant de conserver l'original. J'ai gardé la vraie version parce que je pensais qu'un jour quelqu'un pourrait en avoir besoin, dit Linda, les yeux levant à peine vers la caméra. Je ne m'attendais pas à ce que cette personne soit Evelyne, mais je suis contente que ce soit le cas. En pièce jointe se trouvait le fil complet des emails, les PDF horodatés, et une copie de l'Ancien Testament avec les métadonnées de Georges. Ce n'était pas seulement un témoignage. C'était assez pour démanteler un héritage. Le département de la justice a transmis la confirmation finale. Toutes les distributions de la succession sont sous gel temporaire. Section 721C en attente d'examen. Je suis restée assise, immobile, laissant le silence s'étendre. À ce moment-là, il ne s'agissait pas seulement de justice. Il s'agissait de rééquilibrer l'axe qui avait été incliné depuis le jour où je suis rentré à la maison avec rien d'autre qu'un camion et une clé USB. Le téléphone a sonné juste après le coucher du soleil. Camille. Je l'ai laissé sonner 2 fois avant de répondre. Allô. Tu penses que c'est fini ? Sa voix n'était pas froide cette fois. Elle tremblait comme une corde trop tendue. Tu viens de déclarer la guerre à ta famille. Je n'ai pas parlé. Tu n'as aucune idée de ce que tu as fait. Correction, dis-je doucement. Tu n'as aucune idée de ce que j'ai encore en ma possession. J'ai raccroché. Certaines batailles se gagnent en silence. D'autres commencent là. La vérité n'a pas besoin d'un microphone, mais je lui en ai donné un quand même. À 9h du matin, le palais de justice du comté du Vermont était plein à craquer. Une file serpentait autour des marches de granit à l'extérieur. Les journalistes se pressaient près de l'entrée, leur souffle formant de la buée dans l'air vif d'octobre. La salle d'audience elle-même bourdonnait de parasites et de spéculations chuchotées. Tout le monde voulait voir la femme qui avait gelé l'empire de sa famille. Je me suis assise à côté de Marissa, les papiers soigneusement arrangés, son ordinateur portable brillant de dossiers ouverts et de pièces à conviction horodatées. De l'autre côté de l'allée,
Camille portait du bleu marine, pas du noir, un geste calculé. Jason était assis à côté d'elle, les sourcils froncés comme s'il venait d'apprendre que le droit des successions existait. Le juge Whittaker entra, vif et posé. Il ne leva pas les yeux avant que sa robe ne se soit installée derrière le banc. Dossier 23 CV 72. Evelyn Rod contre Camille Rod et consorts concernant la contestation de testament et la fraude successorale. La séance est ouverte. Marissa se leva la première. Son ton était calme, sec. Votre honneur, nous présentons des preuves numériques et sous serment suggérant que le testament homologué n'était pas le testament final et valide de Frédéric Rod. Nous avons commencé par la chronologie, la déposition de Linda, le message vocal de Tierney, la piste des métadonnées. Une par une, les pièces à conviction furent soumises. L'avocat de Camille objecta à intervalles réguliers, mais Marissa para chaque fois avec une copie, une source, une date. Tout avait un horodatage. Tout était hermétique. Puis vint la vidéo de Linda. Son visage remplit l'écran de la salle d'audience. Plus âgée, fatiguée, mais les yeux clairs. J'ai travaillé avec George Tierney pendant 9 ans, dit-elle. Il m'a dit de garder une sauvegarde. Il ne faisait pas confiance aux révisions de Camille. Le testament original donnait à Evelyn une part égale. C'est ce que Fred voulait. Une ondulation parcourut l'auditoire des murmures, une toux, quelqu'un bougeant de manière audible sur son siège. La mâchoire de Camille se serra si fort que je pensais que ses molaires pourraient se fissurer. Son conseil se leva, essayant de réprimer la panique dans sa voix. Nous demandons le rejet du témoignage. Il n'y a aucune vérification indépendante que ce fichier n'a pas été altéré. Marissa ne sourcilla pas, Votre honneur, cette déposition a été extraite d'un serveur de sauvegarde en coordination avec la division des crimes financiers du département de la justice. Voici le journal du serveur avec les horodatages certifiés, la vérification IP et les registres d'accès à 2 facteurs. Elle tendit le classeur. Il atterrit avec un poids satisfaisant. Le juge Whittaker parcourut les documents. Il ne posa aucune autre question. Son marteau tomba une fois, net, sec. Le tribunal trouve une cause suffisante pour croire que le testament soumis a été falsifié. Jusqu'à l'examen final, les transferts d'actifs liés au testament homologué sont suspendus. Le testament original, en attente de validation, sera utilisé comme base juridique provisoire. Toutes les distributions actuelles sont annulées. Camille ne se leva pas, Jason avait l'air comme si le sol s'était dérobé sous ses pieds. Marissa se pencha vers moi, chuchotant, on vient de faire sauter la digue. Je n'ai pas souri. Pas encore. Après la séance, je sortis dans le couloir de marbre, le bourdonnement des voix derrière moi comme un bruit de fond lointain. Le palais de justice sentait le vernis et l'air froid. Puis j'entendis ses talons, secs, délibérés. Camille m'intercepta près de la sortie. Ses lèvres se retroussèrent en quelque chose entre un sourire et un avertissement. « Tu penses que tu as gagné » dit-elle, les yeux brillants. Je penchai la tête. « Je pense que le tribunal a dit que oui. » Sa voix baissa, soyeuse et cruelle. « Tu n'as pas lu le codicille. » Je clignai des yeux. Il n'y avait pas de codicille. Elle recula, suffisante. « C'est la partie que tu n'as jamais trouvée. » Puis elle se retourna, s'éloignant comme si la guerre venait de recommencer. Et peut-être que c'était le cas. Il y a toujours un plan de secours. Celui-ci portait mon nom et une clause pour m'exclure. L'enveloppe était ivoire avec un seau de ruban rouge ou excessif pour des documents juridiques, mais exactement le genre de théâtralité dont Camille raffolait. Elle la posa sur le bureau en chêne du bureau de son avocat comme si c'était une bombe. Et c'en était une. Nous ne voulions pas sortir ça trop tôt, dit-elle doucement, faisant glisser le papier sur le bureau. Mais puisque vous aimez tant les preuves. Marissa ouvrit l'enveloppe et en sortit une feuille pliée marquée codicile au dernier testament de Frédéric Rod. La date, 3 jours avant sa mort. Mon nom y figurait, puis était barré dans un langage juridique si clinique qu'on aurait dit un scalpel. Le codicile révoquait ma part de la succession, rétroactivement et explicitement. Signé, Frédéric Rod. Notarié, George Tierney. Camille m'observait, la bouche esquissant un léger sourire narquois. Il a changé d'avis à la fin. Il a regretté de t'avoir donné quoi que ce soit. Je n'ai pas scié. Ce jour-là, il ne pouvait même pas former de mots. Camille pencha la tête. As-tu une preuve de cela? Nous sommes partis immédiatement.
Le temps que nous atteignions les archives de l'hôpital, il faisait presque nuit. Le centre médical était silencieux, son parking parsemé de givre. Marissa s'occupa des papiers pendant que je faisais les 100 pas. 1 heure plus tard, nous l'avions, les registres médicaux de la dernière semaine de Frédéric Rode. Un programme de sédation complet. À la date où le codicille prétendait qu'il avait signé, il était dans un coma induit par la morphine, à peine réactif, surveillé toutes les heures. Aucune note ne mentionnait de lucidité. Ce n'est pas tout, dit Max au téléphone, sa voix tendue d'une énergie contenue. J'ai extrait les journaux GPS du téléphone de Tierney de cette semaine-là. Il était dans le New Hampshire. Il n'a jamais traversé la frontière du Vermont. De retour dans mon camion, je fixais le pare-brise pendant que Marissa faisait défiler des photos numérisées des soins intensifs que je n'avais jamais voulu revoir. Papy avait l'air pâle, des tubes entrelacés sur son visage, une main reposant mollement sous une couverture en polaire. Puis nous l'avons trouvé, horodatée, avec le logo de l'hôpital, avec Camille debout en arrière-plan. Elle ne regardait pas Papy. Elle regardait le presse-papier de l'infirmière. Ça a été pris 2 heures après la prétendue signature, murmura Marissa. Le lendemain matin, le juge Whittaker convoqua une session d'urgence. La salle d'audience était plus calme qu'auparavant. Pas de murmure de l'auditoire, juste un silence sous pression. L'avocat de Camille présenta le codicille comme s'il s'agissait de l'Évangile. C'est un amendement contraignant, notarié et signé. Marissa se leva avec 2 dossiers en main. Votre honneur, dit-elle, la voix claire, nous contestons la validité de ce codicille pour des raisons d'incapacité médicale et de fraude notariale. Elle transmit la photo des soins intensifs, le tableau de sédation et les preuves GPS dans un dossier relié. Je regardais le visage de Camille changer de couleur, nuance par nuance, pâle, puis rouge, puis blanc à nouveau. Le juge Whittaker ne leva pas les yeux. Nous transmettons cette affaire à un examen graphologique. La vérification de la signature et du notaire est maintenant sous ordonnance du tribunal. Son marteau frappa une fois. Si c'est un faux, dit-il, nous transmettrons l'affaire pour fraude criminelle. Quand la tour s'effondre, ce n'est pas la pierre la plus bruyante qui se fissure en premier. C'est celle qui se sait coupable. Le rapport d'expertise est arrivé dans une simple enveloppe brune. Sans fanfare, sans cérémonie, mais le poids qu'il portait était indéniable. Marissa brisa le seau avec une précision chirurgicale. Nous lûmes toutes les deux en silence. Divergence de signature confirmée. Incohérence dans les points de pression du trait. Comparaison de la pression du stylo avec des échantillons vérifiés. Conclusion, non signée par Frédéric Rode. La signature de Tierney également fabriquée. Le codicille était officiellement mort. Au service des archives du palais de justice, je regardais l'avocat de Camille se dégonfler tandis que le greffier tamponnait frauduleux en haut de la copie du codicille. Un seul mot, mais il tonnait plus fort que n'importe quelle déclaration de salle d'audience. Puis vint la mise à jour fédérale. Max transmit la note interne de son contact à l'IRS. Les procédures de saisie d'actifs avaient été autorisées. Plusieurs comptes de fiducie, nationaux et offshore, signalés pour examen. Les serveurs de messagerie du cabinet de Camille étaient sous audit. Le visage de Jason figurait déjà sur 2 listes de conformité interne. Le premier domino ne tarda pas à tomber. Jason, se croyant plus malin que la réglementation, avait transféré une somme à 6 chiffres dans un portefeuille de crypto-monnaie basé au Luxembourg, enregistré sous un pseudonyme. Mais les empreintes numériques ne mentent pas. Max a remonté la piste via un saut de réseau privé virtuel que Jason pensait sécuriser. Il ne l'était pas, ton frère va regretter d'avoir acheté du Bitcoin pendant un gel fédéral, m'envoya Max par SMS, presque jubilatoire. Le bureau de Camille devint silencieux à midi. Le téléphone cessa de sonner. Son associé junior publia une vague mise à jour de démission sur LinkedIn. Le barreau du Vermont émit un avis de suspension provisoire pour violations éthiques en attendant un examen complet. Et Douglas? Les nouvelles du matin commençaient par sa déclaration, avec effet immédiat, je me retire de toutes les responsabilités du conseil d'administration pour me concentrer sur les affaires familiales. Traduction, je me tire avant d'être traîné en justice. Je le croisai dans le couloir du palais de justice alors qu'il quittait le bureau du registraire. Ses épaules étaient affaissées, sa démarche vide. Nous nous sommes regardés une demi-seconde. Il me regarda de façon transparente. Il savait. Ce soir-là, Marissa versa 2 doigts de scotch dans un verre et le fit glisser vers moi.
Elle ne buvait pas. Moi si. Ils ne perdront pas seulement la succession, dit-elle en s'appuyant contre le comptoir. Camille pourrait faire de la prison. Fraude électronique, manipulation de succession, tout ce que tu veux. Je tins le verre mais ne bus pas, j'espère qu'elle en fera. Et je le pensais. Ce n'était pas de la satisfaction que je ressentais. Pas vraiment. Plutôt comme si la gravité fonctionnait enfin. Les choses tombant à la place où elles auraient dû commencer. Le SMS arriva juste après minuit. S'il te plaît, rentre à la maison. J'ai besoin de te dire quelque chose que j'aurais dû dire il y a des années. Ma mère. Je fixai l'écran, immobile, la pièce silencieuse, à l'exception du bourdonnement du réfrigérateur. Son nom brillant là me semblait étranger. Mais le tremblement dans ses mots c'était réel. Alors je me levai, je fis mes bagages, et je retournai en voiture à la maison que j'avais autrefois appelée mon foyer, prête pour un autre genre de règlement de compte. Certaines trahisons résonnent plus fort lorsqu'elles viennent du silence. Le lac n'avait pas changé. Toujours cet argent pâle lorsque le crépuscule s'installait. Toujours ce silence, comme si même la nature savait quand retenir son souffle. Je garai le camion près de la boîte aux lettres tordues, celle qui penchait depuis que j'avais 12 ans et qui n'était jamais tout à fait tombée. Elle attendait déjà sur le porche. 2 fauteuils à bascule, un pichet de limonade entre eux, intact. De la condensation s'était formée sur le bord, des perles coulant comme la sueur d'un visage trop effrayé pour parler. Je pris le fauteuil de gauche, le même que papy utilisait pour s'asseoir après avoir réparé le quai ou coupé du bois. Nous ne parlâmes pas au début. Elle semblait plus petite que dans mes souvenirs. Plus fragile. Ses cheveux gris étaient soigneusement attachés en arrière, mais ses mains tremblaient lorsqu'elle attrapa le verre sans boire. J'ai vu les audiences, dit-elle finalement. À la télé? Je hochai la tête. Apparemment, la majeure partie du comté aussi. Un sourire tira sur sa bouche mais ne se posa pas. Elle soupira. J'aurais dû me manifester. Je ne dis rien. Elle regarda vers l'eau. Je savais pour le testament original. Georges me l'avait dit. Il a dit que Fred, ton grand-père, voulait que ce soit égal. Il a dit qu'il l'avait déposé. Mais Camille, elle l'a convaincu d'imprimer une autre version. Elle a dit que ça maintiendrait la paix, que tu ne voudrais pas de la succession de toute façon, que tu avais ta vie ailleurs. Est-ce que je l'avais? Demandai-je en me tournant légèrement vers elle. Elle tressaillit, à peine. Je pensais que préserver la paix valait plus que la justice. Je laissai la phrase flotter dans l'air entre nous. Elle l'avait répétée. Je pouvais le dire. Ça ne la rendait ni plus propre ni plus facile. Ai-je jamais été tienne? Demandai-je doucement. Ou juste son erreur? Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais rien ne sortit. Juste ce silence à nouveau. Mais cette fois, ça ne ressemblait pas à une retraite. Elle tendit la main, lentement, incertaine, et la posa sur mon épaule. Elle ne serra pas, ne pleura pas, resta simplement là. Ça ne réparait rien, mais ça n'en avait pas besoin. La brise changea. Je pouvais sentir le pain et la terre humide et le vague souvenir métallique de sang et de cendres d'une autre vie. Celle que j'avais vécue à l'étranger, celle que je n'avais pas ramenée à la maison. Je me disais, dit-elle, que tu étais plus forte que nous tous. Que tu n'avais pas besoin de cette famille. Je n'en avais pas besoin, répondis-je. Mais ça ne veut pas dire que je méritais ce que tu as laissé arriver. Elle hocha la tête. Elle ne se défendit pas. N'essaya pas de recadrer les choses. Un long silence, pas froid, juste calme. Puis elle dit, ton grand-père savait ce qu'il faisait. Il a laissé ce camion pour une raison. Je faillis sourire. Elle me regarda de nouveau, quelque chose de plus stable dans ses yeux maintenant. Il ne s'ouvre qu'avec ton empreinte. La boîte à gants, je veux dire. Il l'a trafiquée il y a des années. Il disait que c'était le seul coffre-fort qui vaille quelque chose. Je regardai vers l'allée, où la camionnette rouillée attendait sous les branches de cèdre. Je me souvins de la sensation de ce loquet de boîte à gants, de la façon dont il cliquait étrangement. Je pensais qu'il était juste cassé. Je ne reste pas, dis-je. Elle hocha la tête. Ne me demanda pas de le faire. Mais je reviendrai en visite. Cette fois, son sourire tint, faible mais réel. Nous restâmes assises un moment de plus alors que le ciel se teintait de lavande. 2 femmes sur un porche, l'une commençant à pardonner,
l'autre commençant enfin à comprendre. Je ne voulais ni la maison, ni les obligations, ni le portrait. Je voulais les clés et la route. Les derniers papiers étaient tamponnés à sec, certifiés, scellés dans des enveloppes que je n'ouvris pas. Je m'assis en face de l'officier de succession pendant qu'elle énumérait la nouvelle distribution. Un tiers à Camille, un tiers à Jason, un tiers à moi. Pas tout à fait la justice, mais assez proche pour marquer la ligne où les mensonges s'arrêtaient. Camille n'assista pas. Son inculpation était en attente, et le barreau avait demandé la suspension de sa licence pour une durée indéterminée. Jason n'avait rien à dire. Il ne m'avait pas regardé dans les yeux depuis l'audit fédéral. Douglas, disparu de la scène publique. La famille, fracturée à sa base, n'avait aucune déclaration préparée. Pour une fois, ils laissèrent le silence tout dire. Je sortis du palais de justice et conduisis jusqu'au lac. Les érables s'étaient parés de cuivre et de flammes. Papy disait que l'automne était la saison de la vérité. Rien ne pouvait plus prétendre être vert. Je garai le camion près du même sentier où il m'avait appris à pêcher, à l'époque où la vie était plus simple et la trahison n'était qu'un mot dans les livres. L'eau était calme, le ciel clair. Je m'assis sur le haillon avec l'enveloppe finale sur mes genoux au mapart formel de la succession et je la signai, à un fonds de bourse pour anciens combattants, à un refuge qui aidait les jeunes à risque, à quelque chose de mieux que la vengeance. Mon téléphone sonna alors que je remontais dans le siège du conducteur. Marissa. Tu es sûre, demanda-t-elle. C'est un montant considérable. Je ne fais pas ça pour un gain financier, dis-je. La justice ne consistait pas à obtenir l'argent. Elle consistait à prouver qui ils étaient vraiment. Elle resta silencieuse un moment, puis expira. Tu es la seule personne que j'ai vue sortir de ce genre de combat avec son âme intacte. Je ne répondis pas. Je n'en avais pas besoin. Le moteur du camion toussa une fois, puis démarra. Les lumières du tableau de bord vacillèrent faiblement, comme si elles se réveillaient d'un long sommeil. Je tendis la main vers la boîte à gants et retrouvai la photo, celle de Papy et moi sur le quai, brandissant un poisson avec des sourires trop grands pour nos visages. Je la glissai de nouveau en place sous la doublure. Le voyant de la boîte à gants clignota, puis resta allumé. Je passai une vitesse. Le sentier près du lac était étroit, bordé de feuilles dorées et d'une lumière du soleil déclinante. Alors que j'avançais, la brise attrapa le bord du vieux sac de pactage militaire sur le siège arrière, le soulevant légèrement avant de le reposer. Le vent avait tourné. Je ne regardais pas en arrière. Je n'ai pas hérité de la richesse. J'ai hérité de la vérité. Et cela vaut chaque kilomètre à venir. Après tout ce qu'ils lui ont pris à sa maison, sa famille, sa dignité où elle n'a pas seulement obtenu justice. Elle est devenue la justice. Camille et ses alliés, autrefois intouchables derrière des cabinets d'avocats polis et des documents falsifiés, ont vu leur empire s'effondrer dans une salle d'audience qui a enfin écouté. La justice n'arrive pas dans un paquet cadeau. On se bat pour elle, pièce par pièce douloureuse. Comme l'accord final d'une mélodie oubliée depuis longtemps, elle peut arriver tard, mais elle résonne puissamment une fois entendue. Parce que parfois, le véritable héritage n'est pas la terre ou l'or, mais le courage de dire « assez ». Si cette histoire vous a touché, aimez, partagez, et abonnez-vous, et laissez un commentaire ci-dessous. Tapez 1 si vous pensez qu'Evelyne a fait ce qui devait être fait. Tapez 2 si vous pensez que la justice avait encore du chemin à parcourir.